Nous sommes le mardi 4 octobre 2022 et vous écoutez l'émission spéciale Nikkor Z de la cinquième saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et j'anime cette émission avec mon ami, le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, c'est émission spéciale. On va s'intéresser de près aux optiques Nikkor et en particulier à la nouvelle gamme conçue pour les hybrides en monture Z. Nous recevons pour l'occasion Ludovic Dréan, le responsable de Nikon Pro, et le photographe Jeff Pachou de l'AFP. Grâce à eux et en s'appuyant sur de nombreux témoignages, vous saurez absolument tout sur les optiques Nikkor Z. Benjamin, quel plaisir de se retrouver pour cette première émission spéciale de la cinquième saison. Et oui, et après une émission spéciale sur le Z9, on se penche sur les optiques. Exactement, c'est la deuxième fois qu'on reçoit Nikon. C'était il y a à peu près un an qu'on a fait cette belle émission sur le Z9. Alors j'invite tous nos auditeurs à aller l'écouter, évidemment, si le sujet les intéresse. Mais là, c'est vraiment cool. J'ai révisé un petit peu mon alphabet, là, les lettres, bon, surtout Z, F et S un peu d'ailleurs. Bon, on va parler de tout ça. Bon, comment ça va, Ludovic ? Ça va très très bien. Je suis très content d'être avec vous ici aujourd'hui. On a le plaisir aussi de recevoir pour la première fois un grand photographe. Jeff, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Alors, ce qui est bien avec les émissions spéciales, Benjamin, c'est qu'on propose des petites surprises à nos auditeurs. Et on en a une de taille aujourd'hui. On peut se lâcher un peu là. Vous le savez déjà, mais après-demain, exactement, s'ouvre le Salon de la photo qui se déroulera à la Grande Halle du Parc de la Villette à Paris. Surtout, ne vous trompez pas de lieu, n'allez pas à la porte de Versailles. Bien entendu, Nikon sera de la fête et vous aurez la possibilité de découvrir, prendre en main, tester boîtiers et optiques Nikon sur leur stand. Vous aurez aussi la possibilité de rencontrer les équipes Nikon pour leur poser absolument toutes les questions que vous voulez et de suivre de nombreuses conférences et animations avec des photographes et vidéastes ambassadeurs de la marque. Bon, jusque-là, vous allez me dire, c'est du grand classique, c'est vrai. Mais cette année, Nikon propose en plus un événement tout simplement exceptionnel du jamais vu. On en a déjà parlé dans l'émission, il s'agit d'une conférence intitulée « 3 regards, une seule planète » avec un casting de rêve, Vincent Munier, Laurent Balesta et Thomas Pesquet. Ludovic, tu peux nous parler un peu de cette conférence qui me semble, moi personnellement, surdimensionnée pour un événement comme le Salon de la Photo. Je suis assez d'accord parce que au moment où tu as cité les trois noms, ça m'a fait des frissons en vrai. C'est des gens que... Thomas Pesquet, j'ai pas encore eu la chance de le rencontrer, mais les deux autres, Vincent Munier et Laurent Balesta, je les ai déjà rencontrés, écoutés, échangés avec eux. Sont trois personnages extraordinaires qui sont complètement dédiés à leur métier, à leur passion et à la production d'images, bien sûr pour les deux premiers et puis toute la partie astro pour Thomas Pesquet, juste de façon complètement extrême. Donc voilà, c'est une conférence qui a été imaginée, je dois le dire, et en rendre crédit à Nicolas Gillet. Ça fait des mois, voire des années qu'il travaille sur le sujet pour réussir à avoir en contact Thomas Pesquet surtout, mais aussi les deux autres qui sont très très occupés, Vincent et Laurent. Et du coup, il a réussi à force de persévérance à pouvoir les joindre et ils ont trouvé l'ambition et l'initiative complètement en harmonie avec ce qu'ils font. Et ces trois photographes, évidemment, ils bossent en Nikon, mais est-ce que tu peux nous parler plus précisément de la raison pour laquelle Nikon se trouve dans l'ISS ? Alors oui, effectivement, alors c'est pas forcément par choix que Thomas Pesquet photographie en Nikon parce que l'ISS est équipé en Nikon. C'est pas son matos à lui. C'est pas son matos à lui, c'est le matériel de l'ISS et qui, je pense, depuis l'origine et même avant, au niveau des différentes missions, Nikon a toujours été dans l'espace et d'ailleurs dans toutes les conditions extrêmes, y compris dans toutes les missions d'avions de chasse et compagnie. Par historique et simplement aussi par test de solidité, mais l'ISS est équipé exclusivement en termes de prise de vue en boîtier Nikon
Nikon. Aujourd'hui, il y a pas, c'est pas des Z9 qui sont dans l'ISS, mais Quoi, ça, pas on y encore viendra. Non, je crois que j'ai Bah, vu des réflexes, hein, genre du Il D6 ou il du. y a, il y a- il y a du réflexe, mais il n'y a pas encore de Z, parce qu'il faut quand même changer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des images du Vous parc optique. envoyez un coursier, non? Ça doit C'est pas être très ça. compliqué. Comme tu sais déjà, certaines optiques et certains boîtiers sont difficiles à livrer sur Terre. Alors dans l'espace, c'est Rien un n'est impossible. non mais en fait ils étaient déjà partis avant que la chose que le Z9 soit lancé. Simplement, ils ont absolument toutes les optiques. Et Thomas, en fait, on peut le nommer aujourd'hui photographe. Je pense qu'avec tout ce qu'il a fait, il a pratiqué avec autant d'opiniâtreté que ses autres missions, on va dire, et son métier pour photographier et publier. Et je pense que c'est des images qui ont été peut-être le plus vues en France, en tout cas, et peut-être dans le monde, les photos de la Terre vues de l'ISS. D'ailleurs, un album de Reporters sans frontières lui a été consacré aussi, hein, 100 photos pour la liberté de la presse, tout comme Laurent Balesta et Vincent Millet. Absolument, absolument. Bon, autant vous dire tout de suite que les places pour cette conférence, qui aura lieu vendredi prochain, le 7 octobre à midi exactement, se sont arrachées en quelques minutes et qu'il est maintenant impossible d'en trouver. Mais Ludovic, tu n'es pas venu les mains vides puisque vous nous en avez gardé deux de côté pour les auditeurs de Faut pas pousser les ISO. Alors, on va organiser un petit concours express sur notre compte Instagram, comme d'habitude, pour vous les faire gagner. Cela va aller très vite puisque vous avez uniquement jusqu'à ce soir minuit pour tenter votre chance. Pour participer, c'est très simple. Premièrement, il faut suivre évidemment les comptes de Faut pas pousser les ISO et Nikon FR. Et deuxièmement, il faut répondre en commentaire du post qui annonce le concours à la question suivante: de combien de connecteurs est équipée la nouvelle monture Z? Pas d'inquiétude, vous entendrez très probablement la réponse au cours de cette émission et on appuiera lourdement quand le moment sera venu. Un tirage au sort sera organisé pour désigner les deux lauréats qui seront contactés par DM. On vous souhaite bonne chance à tous. On peut pas les garder pour nous, Arthur, les Non, places non, Benjamin, c'est pas pour toi, c'est pour les auditeurs. Bon, je vais présenter quand même un peu nos deux invités, un peu plus en détail. Je vais commencer par toi, Ludovic. Alors, ça fait 20 ans que tu travailles chez Nikon. Tu es en charge du Nikon Pro, c'est-à-dire que tu travailles au plus près des photographes et vidéastes professionnels équipés en Nikon pour les conseiller, les assister et les accompagner. Tu es donc incollable évidemment sur tout le matos Nikon et tu as des centaines d'histoires et d'anecdotes extraordinaires à nous raconter. Est-ce que j'ai bien présenté qui tu étais, Ludovic? Absolument, absolument. Alors incollable, j'essaye. Maintenant, c'est la richesse du matériel Nikon fait qu'il y a parfois quelques subtilités. Mais merci pour la présentation. Et pour t'accompagner, donc Jeff, toi tu es photojournaliste et basé à Lyon. Tu travailles pour l'AFP depuis 2006 et tu t'occupes de couvrir des événements sportifs comme par exemple les Jeux Olympiques ou le Tour de France, ainsi que l'actualité nationale et internationale. Tu as déjà remporté un WordPress en 2014, le Grand Prix Paris Sport Photo en 2021, ainsi que le premier prix des Winter Sport Photo Awards également en 2021. Tu travailles tout naturellement en Nikon depuis le début de ta carrière et as franchi le cap de l'hybride avec le Z6 et désormais le Z9. C'est exactement ça. C'était quel WordPress? C'était en quelle catégorie? Parce qu'il y a tellement de catégories. Une dans- catégorie qui d'ailleurs n'existe plus. Je ne sais Ah pas ouais si c'est à mettre en relation avec ma photo. C'était le Sport Features. Sport. Ah ouais, en sport aussi. Ouais. Voilà. Et enfin, nous entendrons également au cours de cette émission les témoignages de Zourab Kignadze, le chef produit Nikkor Europe, de la vidéaste Aurélie Gonin, du photographe Thibaut Chape, de la photographe Émilie Zangarelli, du vidéaste François Lamoureux, de Albert Plitzer de SOS Ciné et enfin du photographe Ghislain Simard. Voilà pour le casting de cette très belle émission dédiée au Nikkor Z. Alors, Ludovic, quand on lance un nouveau système de boîtier, donc en l'occurrence les hybrides Z 24-36 mm en 2018, avec le Z6 et le Z7, l'une des premières questions que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer au niveau des optiques? Et on va pas se mentir, au moment du lancement, il n'y avait pas non plus tout. Là maintenant, ça fait 4 ans, on en est où de la gamme Nikkor Z? Alors c'est vrai que quand on lance une nouvelle gamme, on ne peut pas objectivement lancer tout un catalogue d'optiques en même temps. C'est Évidemment. juste une question assez presque logistique du temps de travail des ingénieurs, des développements et compagnie. Donc on lance les optiques, on va dire, essentielles au départ, qui permettront bien sûr d'exploiter l'ensemble des boîtiers et pouvoir faire des photos dans des conditions, on va dire, à 80-90% des usages. Et puis après, on complète.
Donc forcément, en fait, on a souhaité commencer à lancer d'abord les optiques de la gamme S. Donc la gamme S qui veut dire supérieur, Ok. voilà, pour faire un peu simple. C'est genre c'est comme la gamme professionnelle, quoi. Exactement, Ok. exactement. Donc, qui pouvait effectivement paraître dans certaines catégories de prix, mais en fait, on a souhaité déjà, c'est une tactique, hein, tout simplement, de se dire, on impose on va dire une référence de qualité, et puis on va pouvoir ensuite développer au moins voilà, des optiques à ouverture 4, des optiques à ouverture 2.8. Ouais, parce que tu parles de gamme supérieure professionnelle, mais on trouve des zooms transstandard à f4, comme le 2470 f4, hein, qui a été lancé, Absolument. qui fait partie de la gamme S. Donc, Voilà. professionnel signifie pas forcément grande ouverture, quoi. Ça a toujours été même en gamme F, ça a toujours été une particularité, c'est de dire un objectif professionnel ou pas. Je trouve que on souhaite pas discriminer par les gens qui l'utilisent ou par peut-être la durabilité et compagnie des optiques. C'est évidemment un ensemble de dessins optiques, de caractéristiques mécaniques. Donc oui, il y avait il y a une gamme S qui est en F4 et une gamme S aussi qui est en F1.8 pour les focales fixes. Et en fait, il y a une sorte de changement véritable de paradigme qui s'est fait avec ces nouvelles optiques. Et je pense que en termes d'usage, le fait de dire que ça n'est entre guillemets que, par exemple, pour les focales fixes du F1.8, le que, c'est parce que c'était généralement la gamme plus populaire et plus abordable sur les F. Et là, sur les optiques, clairement sur les optiques Z, la gamme 1.8, elle est relativement superlative. Oui, c'est ça. En fait, Un 8 is enough. largement. Non, mais ce qui est important, c'est donc il y a effectivement la luminosité de l'optique, mais surtout sa qualité à grande ouverture. Et effectivement, pour avoir utilisé par exemple le 35, un 8, 50, un 8, le 85 également, sont quand même des optiques qui sont juste incroyables dès 1.8 en fait. Ouais. C'est-à-dire que par le passé, on a pu avoir des optiques qui ouvraient à 1.4 qui étaient bonnes, hein, mais c'était pas fou quoi. C'est-à-dire qu'on avait coutume de dire elle ouvre à 1.4, du coup à partir de 1.8.2, Ouais, on va fermer à c'est 2.8 excellent, ou 4 quoi. pour être vraiment très bon, quoi. Là maintenant c'est plus ça quoi. C'est ce qui peut expliquer cette différence de prix par rapport à l'époque des réflexes, parce qu'on constate quand même qu'il y a une certaine hausse quoi, des prix en monte sur Z, même sur des optiques un petit peu plus populaires. Comme tu le disais, les ouvertures à f1.8 ont toujours été considérées comme étant plus populaires, quoi. Plus abordable aussi, effectivement. En fait, si on prend en main une optique 1.8 F et une optique 1.8 Z, on se rend compte déjà que le choix qu'on a fait, il est vraiment différent en termes de dessin. D'accord. Sur les optiques 1.8, juste si je me concentre là-dessus, parce que finalement c'est une fondation de ce qu'on a pu faire sur les autres optiques, c'est que le fait de partir de l'usage attendu, c'est-à-dire on veut qu'il n'y ait pas de focus breathing, c'est-à-dire qu'il n'y ait Ça, faut pas... que tu expliques un peu. en fait, quand on change de mise au point, on peut le faire, n'importe qui a une optique peut faire l'essai chez lui même. Quand on change la mise au point sur une optique, on va dire autre, standard, eh bien le cadre va changer un petit peu. D'accord ? Ça, en photo, on peut se le permettre, parce qu'on se dit, bon, voilà, c'est un peu marginal. En vidéo, c'est impossible. On ne peut pas se le permettre. Ça va donner des effets qui vont être extrêmement perturbateurs. Donc, un usage attendu donne un dessin optique particulier. Donc, on a mis deux moteurs pas à pas dans chacune de ces optiques. C'est pour ça qu'elles sont plus grosses. Ça fait qu'on a souhaité faire des optiques qui sont plus grandes pour différentes caractéristiques attendues au final. Donc, ça n'est pas... On peut le voir d'ailleurs sur d'autres marques et d'autres gammes. On a des optiques qui ouvrent à 1.4 et qui coûtent 3 000 €. En fait, on fait un choix par rapport à l'ouverture elle-même. Le 1.8, c'est pas... En fait, il faut pas garder ses références d'avant. Alors aujourd'hui, du coup, la gamme, elle est composée de 28 objectifs. Vous avez naturellement des focales fixes, des zooms, des modèles plein format et des modèles APS-C. Vous avez évidemment le trio de zoom magique f2.8 constant, grand angle standard, petit téléobjectif que vous avez décliné en version f4 constant. Et vous avez proposé même des alternatives en 2.8 un petit peu plus abordables. Et l'une des dernières optiques que vous avez lancées très récemment, c'est un 17-28 mm f2.8 qui est beaucoup moins cher puisqu'il va être proposé à 1 349 € versus 2 799 € quand même. C'est cool. En fait, historiquement aussi, on a eu l'habitude de lancer plutôt les optiques entre guillemets chères, c'est-à-dire la référence dans chaque gamme d'étendue de focale.
Et puis, ben, aussi, il y a les marques tierces, quelque part, qui pouvaient s'engouffrer et proposer, quelque part, des optiques plus abordables en termes de prix. Parce qu'il y a toujours eu, chez Nikon, pour les ingénieurs, et je sais bien pour avoir discuté directement avec eux, une exigence absolue sur la mécanique, sur le rendu, sur énormément de choses. Et je pense que Nikon a quand même une histoire et une association de marques ultra forte avec l'optique elle-même, de par cette exigence, véritablement, et dans tous les domaines. Du coup, là, on s'est dit, on va aussi proposer une alternative f4 et une alternative 2.8 non stabilisée, évidemment la Et qui stabilisation sont hors série interne. S, hein, là pour le coup. C'est Oui, vraiment tout à fait. des zooms qui ont l'air tout à fait très corrects même, mais qui sont pas dans cette gamme professionnelle S. Voilà, on est un grade en dessous parce qu'effectivement, on a un cahier des charges qui est extrêmement strict pour être dans la gamme S. Et là, effectivement, on a quelque chose qui est plus abordable et aussi qu'on combinera avec la stabilisation du capteur des boîtiers Z. Donc alors vous avez ces zooms évidemment incontournables en 2.8 constant. Vous avez aussi des télézooms professionnels. Vous avez un 100-400, un 200-600 mm a priori qui est en approche. Vous avez les focales standards, on en a parlé, qui ouvrent à f1.8, un 20, un 24, un 35, un 50, un 85. Il y a un 135 mm aussi qui a priori est en approche. Vous avez des optiques en macro, un 52.8, un 105-2.8. Vous avez aussi naturellement des téléobjectifs professionnels, hein. Je vois la lumière s'allumer dans tes yeux, Jeff. Un 402.8, un 404.5, un 806.3 Fresnel. Et vous avez même un 600 mm qui est en approche. Vous avez pour habitude d'annoncer un petit peu, et c'est rare, hein, à l'avance ce qui va se passer dans le développement des optiques. J'imagine que c'est pour rassurer tout le monde. Et au moment du lancement de ce 17-28 mm, vous avez mis à jour la roadmap Nikkor Z, et il y a de très 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 belles choses qui arrivent. Un mot sur la feuille de route optique. On voit qu'il y a des plages de focale un petit peu nouvelles aussi chez Nikon. On a un 200-600 qui arrive, il y avait un 200-500 en monture F, il y a un 100-400, c'est assez nouveau aussi. Ça, vous répondez à des demandes de photographes ou... Alors, pour dessiner les étendues de focale, c'est toujours une question, alors pour l'optique en général, c'est toujours une question de compromis. C'est-à-dire que là où on démarre, là où on s'arrête, en termes de focale, en tout cas pour des optiques à focale variable comme les zooms, ça va avoir un impact sur les dimensions, sur le poids, sur la maniabilité. Je me rappelle de négociations ou de discussions qu'on a pu avoir sur 1 mm de focale plus loin ici ou un petit millimètre de focale plus loin là, à l'époque où on sortait le 14-24F, donc ça remonte un peu, mais c'est toujours ça. C'est-à-dire qu'on doit choisir son étendue mini-maxi, et du coup, quand c'est par exemple le choix d'un 100-400 par rapport aux historiques 80-400 qu'on a pu faire en gamme F, on s'est dit, bah, en fait, on va pouvoir compacifier un petit peu plus. Et finalement, quand on le prend en main, Jeff, je crois qu'il ressemble, enfin, pas que je crois, je sais qu'il ressemble énormément déjà au 70-202.8, par exemple. Oui, j'ai eu les deux en fait, et j'avoue qu'il m'est même arrivé de quasiment les intervertir, de me rendre compte au dernier moment que j'allais partir avec le 70-200 alors que je voulais prendre le 100-400. Donc ils sont vraiment très proches en termes de taille. Et en termes de qualité, les deux sont vraiment excellents. Le 100-400, je m'en suis servi récemment, j'ai couvert le Tour de France féminin. Donc on est sur une moto, donc l'idée c'est pas de jongler avec les optiques, ça présente plusieurs risques évidents, mais c'est vrai que le 100-400 c'était une optique vraiment dingue parce qu'elle permet d'aller chercher très loin et avec un piqué vraiment excellent. C'est une optique que vraiment j'affectionne vraiment beaucoup. Elle permet aussi de rester mobile sur d'autres types de sujets, type montagne, où bah, il faut nous aussi se déplacer en montagne, que ce soit à ski ou à pied. Enfin bon, voilà, le gain de poids, il est pas négligeable, quoi. Il y a quand même un objectif en particulier qui est complètement dingue dans votre gamme, qui est sorti déjà il y a un petit moment. C'est un 58 mm qui ouvre à 0,95. C'est le modèle Noct. Alors, on a rencontré le photographe Ghislain Simard, qui est spécialisé dans la photo de papillons en macro, et le charismatique Albert de SOS Ciné, un loueur de matos vidéo. Ils nous expliquent tous deux leurs usages étonnants de cet objectif. On les écoute.
c'est lors de discussions avec l'équipe Nikon, avec notamment Nicolas Gillet, que j'ai eu l'occasion de pouvoir tester cet objectif-là et de le tester dans l'environnement dans lequel je fais mes photos. Donc, initialement, je pensais que j'allais découvrir un superbe exercice de style fait par des ingénieurs très pointus, ce qui est le cas hein, d'ailleurs, hein, puisque cet objectif embarque beaucoup de technologies, mais j'ai surtout découvert un rendu d'image fantastique qui laissait, je dirais, la part belle à des cadrages larges autour de mes petits sujets qui sont les insectes en vol. Et la combinaison de ce rendu exceptionnel et de caractéristiques techniques hors du commun avec l'ouverture f0.95, ben, ça m'a donné finalement l'occasion d'ouvrir le champ à de nouveaux types d'images et tout en cassant certaines limitations techniques. Tout est réglé en manuel. La profondeur de champ à f0.95 et à courte distance, hein, parce que je travaille souvent très proche des distances minimales de mise au point de l'objectif, hein, qui sont de 50 centimètres. Tout ça utilisé avec un sujet qui va passer en un éclair à travers le plan net pose quelques problèmes techniques. Donc pour contourner ces difficultés-là, j'ai d'abord mis au point un nouveau système de déclenchement automatique par barrière laser dont j'ai adapté les caractéristiques aux caractéristiques de l'objectif, ce qui m'a permis de déclencher l'appareil automatiquement au bon moment. Et puis, plus récemment, j'ai découvert une autre manière de réaliser mes clichés, à pleine ouverture avec le Note Nikkor. C'est d'utiliser les capacités du nouveau boîtier Nikon Z9 qui permet, bon, d'une part, de travailler avec des rafales très élevées jusqu'à 20 ou 30 images par seconde mais aussi de prendre, je dirais, la photo avant que le photographe appuie sur le déclencheur parce que l'appareil maintenant est capable de prendre des photos avant qu'on appuie sur le déclencheur. Quand on parle du fameux bokeh, hein, le rendu des flous, on pense à la manière dont l'arrière-plan est rendu dans les clichés. Il faut savoir que pour avoir de très beaux flous, souvent c'est intéressant aussi de ne pas avoir un champ libre entre le sujet et l'objectif, mais d'avoir finalement des objets dans l'avant-plan qui eux aussi seront flous. Et les flous d'avant-plan sont souvent très intéressants parce qu'ils ont un rendu assez différent du flux d'arrière-plan et se complètent bien dans une composition d'une photo où le plan net à f0.95 ne mesure à peine qu'1 ou 2 millimètres. Le Noct, pour moi, il est plus destiné à la vidéo qu'à la photo, de par justement le choix de la mise au point manuelle qu'ils ont fait dans l'optique. Il faut savoir qu'en vidéo, on est habitué à avoir des optiques lourdes, des optiques manuelles, et le Noct a la particularité d'avoir une bague de mise au point à 300 degrés, ce qui permet d'avoir une grande précision sur la gestion de la mise au point avec l'aide d'outils qu'on utilise en vidéo comme des follow focus qui permettent à un assistant de faire le point. Son poids, je crois qu'il est de 1,8 kg de mémoire, ce qui le rend lourd, mais ce qui en vidéo est un atout puisque ça rend le setup plus malléable pour un opérateur qui sera à l'épaule, où le poids est un atout lorsque on fait des mouvements. Du coup, il a vraiment cette spécificité qu'on cherche dans l'optique vidéo. La première raison pour laquelle je me suis équipé, c'est par curiosité, c'est parce qu'on a une boîte de location et qu'on a la possibilité de pouvoir investir et faire de la R&D sur des optiques comme ça. Et j'étais, comme je pense les gens qui nous écoutent, à me dire que bon, j'allais peut-être pas l'utiliser souvent à 0,95, mais que le fait qu'il ait une grande ouverture me permettait très rapidement, en fermant l'objectif, d'avoir un très bon piqué. Et je me suis fait surprendre à l'utiliser de plus en plus à 0,95, simplement parce que généralement, je suis assez loin de mes sujets à 55 mm. Je me trouve à plusieurs mètres, 3-4 mètres, et finalement, la qualité globale de l'optique, la douceur de son bokeh, me permettent d'en avoir une utilisation à pleine ouverture, puisque l'accrémentation du flou se fait tellement progressivement que c'est tout naturellement que l'image se dévoile lorsque j'utilise à ces ouvertures-là. Donc c'est une optique qu'on va énormément utiliser en packshot, on va utiliser pour notre Instagram, pour mettre des choses en valeur. Et puis 0,95, c'est son ouverture minimum. Très rapidement, on peut monter à 1,2, 1,4 avec des qualités d'image qu'on retrouve un peu nulle part ailleurs. Voilà pour ces 2 témoignages autour, de cet objectif et 2 utilisations, un peu originales, hein. C'est pas forcément, évident de se dire: «On va faire de la macro ou on va faire de la vidéo avec ce caillou-là». En tout cas, pour ceux que ça intéresse, hein, sachez que Ghislain sera très prochainement en exposition
au Nikon Plaza pour découvrir son travail et que si jamais vous voulez louer un Noct pour un projet photo ou vidéo, SOS Ciné en a un à vous proposer. Extraordinaire en plus. Là, c'est- en On termes l'a de on l'a manipulation. utilisé récemment. Ah ouais, mais rien que ça, rien que le manipuler, c'est une expérience en soi en fait. C'est de l'orfèvrerie, hein. Mais raconte-nous un petit peu, ouais. Alors, moi, ça m'a fait extrêmement plaisir quand j'ai vu arriver cette optique parce que, comme vous le savez sans doute, Nikon était connu pour faire des folies optiques par le passé, comme le fisheye 6 mm, le 1200, 1700 qui pèse 35 kilos, de très très nombreuses optiques d'exception. Et depuis moi que j'étais chez Nikon, et bien un petit peu avant, on a plutôt fait des choses assez rationnelles. Il faut sortir des optiques, c'est vrai, parce qu'il y a énormément de besoins divers, mais on n'a pas sorti d'optique folle depuis un moment. Et du coup, le 58-095, quand il est arrivé, en tout cas dans le dessin et compagnie chez nous, j'étais hyper rassuré, hyper content finalement que les fous de chez Nikon Corp Ouais, ça ont va. pu réussir à se dire on a le droit de dessiner quelque chose qui est en plus en dessous de l'ouverture 1. C'est un Alors, délire d'ingénieur, quoi. on pourrait se dire comme ça. Après le résultat, effectivement, c'est clairement au départ, c'était pour montrer la capacité qu'on a à faire quelque chose de superlatif véritablement. C'est-à-dire que si vous regardez le dessin, déjà juste de la formule optique, c'est un tube monumental de verre qui pèse son poids, hein, très très lourd, mais en même temps, effectivement, à manipuler et bien sûr en termes de rendu, qui est juste extraordinaire. Ceci dit, pour juste le 0,95, il faut juste, je ne sais pas si on vous l'avait déjà dit par le passé, mais on est capable, avec le tirage mécanique et la taille de la baïonnette, de faire du f0,64, juste de calcul purement optique. C'est bien Donc déjà en fait, on a fait 0,95, hein. hyper conservateur sur le 0,95. Jeff, toi, en tant que photographe de sport, est-ce que tu as eu l'occasion de tester un peu sur le terrain les nouveaux super téléobjectifs que sont 400 mm 4.5 ou le 800 mm 6.3? Alors, moi, je fais partie des chanceux, puisque grâce à l'AFP, j'ai l'occasion d'utiliser beaucoup d'optiques. Ces optiques particulièrement, j'ai pas pu les tester. En revanche, j'ai testé quasiment toutes les optiques Z, en fait. Pas de chance, le 800, je l'ai pas eu en main. Mais ce que j'ai remarqué tout de suite, c'est le bond de qualité global de toute la gamme, en fait. Honnêtement, je les ai quasiment toutes essayées. Et il n'y a pas une optique, je pense que ça pouvait arriver avant de dire, «Ah non, cette optique-là, oublie, c'est une erreur». Mais là, il y en a pas, en fait. Même avec des ouvertures glissantes, parce qu'on imagine souvent les photographes de sport ou d'agence comme l'AFP bosser uniquement, comme vous avez la chance de pouvoir les avoir facilement, avec des focales f2.8 ou des focales fixes. Et là, un 100-400 ouverture glissante, toi, les résultats te parlent autant que ceux que tu as avec ton 70-200 de 8. C'est ça que je trouve Alors intéressant. oui, enfin, faut voir moi, j'essaye de voir le truc un petit peu différemment. C'est-à-dire que, les optiques, qui vont avoir des ouvertures glissantes vont présenter un autre avantage. C'est-à-dire que, déjà, elles sont toutes, comme je le disais, excellentes en termes de piqué et de réactivité de l'autofocus. Mais par exemple, effectivement, on va avoir un 100-400 qui ouvre à 4, 5, 6. Mais comme je le disais avant, ça va être un énorme gain en termes de poids. C'est beaucoup plus pratique à utiliser. Je vais pas me trimballer un 402.8 sur une moto, ce serait pas vraiment réaliste. C'est faisable, mais ce serait pas pratique et je trouve qu'aujourd'hui, on a un parc optique qui nous permet de faire des prouesses parce que, on peut emmener des choses qui sont vraiment adaptées à tout ce qu'on couvre, tout type de reportage, en fait. Toi, Jeff, tu viens du réflexe, donc tu connais aussi évidemment très bien la gamme d'optiques réflexe Nikon. Est-ce que tu penses qu'il y a certains modèles de zoom professionnels qui existent dans le monde du réflexe que Nikon doit absolument ressortir en monture Z? Moi, aujourd'hui, je suis assez comblé par, la gamme Z. C'est vrai qu'à la sortie des systèmes Z, bah, il y avait pas au début forcément, toutes les optiques dont on avait, nécessairement besoin, qui ouvraient à 2.8 ou ce genre de choses. Mais là, on y est. Enfin, je veux dire, personnellement, c'est au point où j'ai plus d'optique F, du tout, en fait. Là, on parlait de gabarit, d'encombrement, et je pense aussi aux utilisateurs d'optique Nikon, enfin Nikkor F
on va parler un petit peu après des adaptateurs, mais est-ce qu'on peut leur recommander d'utiliser un 500 mm à lentille de Fresnel, par exemple, un PF, 500 mm PF, sur du Z? Parce qu'en termes de gabarit, ça paraît pour le coup plutôt cohérent comme truc. Qu'est-ce que t'en penses, Ludo? Ouais, j'ai vraiment un souvenir de Franck Fif qui utilise qui prend à main levée le 500 5.6 justement avec un boîtier Z et se dire en fait j'ai un kit là que je peux porter avec une seule main, même pas tenir comme ça et puis pouvoir shooter au 500. Alors évidemment que ce genre d'optique, il n'y a aucune contre-indication en fait à utiliser en termes de purement mécanique et de compatibilité parce que vraiment hein, l'adaptateur et le boîtier Z ne font que reculer C'est une histoire de tirage, quoi. c'est exactement juste un rattrapage de 3 cm de tirage et donc les capteurs étant extrêmement similaires, l'image va se projeter de la même façon sur un boîtier Z que sur un réflexe. On a juste plus de miroir qui est dans le chemin, on va dire, optique. Ludovic, sur la roadmap, on voit apparaître un truc, un 12-28 mm DX, ça ok, mais PZ. Oui. Est-ce que c'est quoi ça? C'est facile de savoir ce que ça va augurer. Enfin. Déjà sur la partie de la roadmap, hein, comme tu l'as déjà dévoilé Arthur et aussi Benjamin, si vous en êtes rendu compte, il y a des choses qui étaient dans la première roadmap qui finalement on a sorti des choses en plus. Donc là ça continue et ça continuera d'ailleurs dans le futur proche. Le 1228 DX PZ, il est évidemment plutôt dédié à la vidéo. On a sorti le Z30 qui est quand même aussi très très orienté sur le vlog. Donc ça va tout naturellement que ce genre d'optique avec un zoom motorisé, c'est-à-dire qu'on va pouvoir contrôler sans aller à utiliser son autre main que celle qui tient le boîtier, va pouvoir être exploité dans les meilleures conditions. Ça veut dire aussi que bien sûr au-delà des premiers usages qu'on se doit d'avoir et de développer pour notre clientèle et notre base d'utilisateurs historiques, on va aussi vers la vidéo. Depuis déjà, tous les boîtiers Nikon font de la vidéo de très haute qualité. C'est le premier pas vers une gamme d'optique vidéo cinéma, peut-être? Écoute, j'adorerais. Là, pour le coup, tu parles à quelqu'un qui demande depuis des années même des montures, des optiques PL ou des optiques ciné. J'adorerais te dire que ça y est. En tout cas, c'est le premier pas, évidemment. On avait déjà fait ça par le passé avec les Nikon One et une optique 10-100 motorisée, mais en l'occurrence, là, c'est effectivement vers là qu'on s'oriente et ça me paraît complètement légitime. Et les Nikon One qui étaient les réels premiers hybrides de Nikon. Hein, absolument, rappeler, avec absolument. Des, capteurs, des systèmes très très petits, très compacts, avec le succès qu'on leur connaît. Mais en l'occurrence, à la fin, c'était très très bien. Exactement. Ouais, le J5 était vraiment un chouette on boîtier. On tenait le boîtier abouti, et finalement ça s'est arrêté au moment où on sentait que ça... Bon, c'est une question de timing. Voilà, c'est l'histoire qui veut ça. Hein. Ça, pour le coup, quand on est une marque et un fabricant, on prend des paris parfois. Et en l'occurrence, là, je pense qu'avec les Z, en tout cas, c'est plutôt bien né. C'est valable dans les médias aussi. Alors, récemment, on a vu Tamron, hein, pour ne pas le citer, qui a lancé une optique en monture Z native. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle, ça, de voir un peu les constructeurs d'objectifs tierces s'intéresser à la monture Z et du coup proposer des alternatives aux utilisateurs. Absolument, absolument. Il est clair qu'au départ, alors nous, on a vraiment pas l'information, je n'ai pas l'information véritablement d'un éventuel, on va dire, blocage ou d'un brevet qu'on a pu avoir sur la monture Z. En tout cas, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'optique à monture Z de marque tierce, mais effectivement, pour ma part et du point de vue des utilisateurs, avoir des marques tierces qui font aussi des bonnes optiques de toute façon en monture Z, c'est toujours une bonne nouvelle, sachant que évidemment, on n'attend pas de notre côté d'en développer un maximum pour satisfaire tous les usages. Bon, écoutez, en tout cas, c'est super hein, de voir cette gamme Nikkor Z et cette nouvelle monture aussi active. Il y a déjà évidemment de quoi faire, mais il y a surtout de belles perspectives à venir dans les mois et les années à venir. Mais bon, voilà, il n'y a pas non plus que la monture Z dans la vie, il y a aussi la monture F mythique des réflexes
qui commence à dater un peu, hein, puisqu'elle a été lancée en 1959. Jeff, toi, tu utilises toujours tes boîtiers réflexes ou pas? Alors moi j'ai complètement arrêté les boîtiers F, je suis passé au Z et du coup oui, j'ai switché complètement. J'avais pas trop envie de rester entre 2 systèmes, 2 manières de viser différentes aussi. Voilà et surtout comme je disais avec, en bossant pour l'AFP, j'ai quand même le luxe, D'avoir voilà, de accès. pouvoir tout switcher Ouais. d'un coup, voilà, et pas qu'une histoire d'envie, aussi une histoire de moyens pour beaucoup et moi j'ai pas cette problématique-là donc voilà. Et t'as pas des petits chouchous en monture F que tu gardes quand même et que tu t'es tenté de réutiliser avec la bague FTZ Non, honnêtement, j'ai vraiment, non, j'ai vraiment plus rien en F, je suis vraiment passé au Z, la qualité, m'a vraiment convaincu, très vite, quoi. Ouais, parce que Ludovic, faut rappeler qu'on peut facilement utiliser les optiques Nikkor F avec les bagues FTZ et désormais FTZ2. D'ailleurs, qu'est-ce qu'apporte la bague FTZ2 par rapport à la FTZ? La bague FTZ2, elle apporte uniquement une compacité, véritablement, hein. Il n'y a pas de moteur intégré supplémentaire, c'est vraiment Du design, du design. l'agrément. On s'est dit, quand on a sorti d'abord les boîtiers Z6, Z7, ils étaient sans le grip vertical, du coup ils étaient assez bas, et on s'est dit peut-être que ce sera plus pratique d'avoir un pas de vis pour pouvoir mettre les optiques F avec des bras de levier un peu plus importants. Et en fait, parfois, comme on peut se dire sur des paris qu'on peut faire, finalement, il n'est pas utilisé cette partie, on va dire, sous la bague elle-même, et le pas de vis n'est pas utilisé, donc on l'a supprimé. Et aussi, ça permet aussi d'avoir une prise en main bien plus confortable sur le Z9, parce que justement, la FTZ peut avoir tendance à être un peu proche du grip vertical, et du coup, ça bloque les doigts, tout simplement. FTZ, FTZ2, c'est exactement la même liste de compatibilité complète. Mais donc, cette bague FTZ, c'est ce qu'on appelle une bague d'adaptation active, hein. Il y a donc des informations Ah oui. qui transitent à travers elle, qui vont du coup jusqu'au boîtier qui pilote l'objectif. Tu vas pas me dire quand même qu'il n'y a pas de limitation en termes de performance AF, en termes de stabilisation, en termes de mesure de lumière en continu avec des optiques réflexes, quoi. Alors, déjà sur la monture elle-même, je suis entièrement d'accord avec toi que c'est d'une grande complexité déjà de faire cette compatibilité-là. On n'a pas le même nombre de contacts déjà C'est entre les optiques F. 11, attention, réponse à la question pour le concours, c'est 11. Voilà, on a 11 connecteurs et en plus, d'un côté, on a une monture et une vitesse de communication des Z qui est à 800 MHz, 800 millions d'informations par seconde, contre une monture F qui était à 150 kHz, donc 150 000 informations par seconde. Vous voyez déjà le débit, il faut le pondérer. En fait, en termes de mise au point, alors ça c'est l'usage et c'est les retours qu'on en a eu sur une même optique, boîtier réflexe, boîtier Z. Z6 versus Z9. Voilà, en fait on a eu des augmentations de performance Mais non. sur les optiques F perçues par les gars qui étaient au gros télé. Okay. Ça peut se retrouver dans la littérature et compagnie. Nous, on ne l'a pas, on ne le publie pas, on ne le mesure pas. Moi, voilà, en tant que responsable du service pro, je collecte les informations là-dessus. En revanche, oui, on n'a pas toutes les communications qui sont possibles, tout simplement déjà sur la partie des optiques AFD, AI et compagnie, même ne serait-ce que les AFD, on n'a pas de moteur intégré. Vous savez, le petit moteur qui est dans le boîtier lui-même, sur le bord de la marionnette des boîtiers F, qui permettait de faire tourner le moteur des optiques AFD. Ça, on l'a pas. Du coup, une optique AFD ne sera pas autofocus. En revanche, elle se monte complètement. On choisit son ouverture et on fait son point manuellement. Et si on utilise une optique AIS des années 70, par exemple, entièrement manuel, est-ce qu'on pourra avoir le témoin de confirmation de mise au point? Absolument. Ouais, ça, c'est de la télémétrie qui est intégrée dans le Z et qui va faire une différence de phase en plus sur le capteur. On n'a pas le module intégré qui était en dessous dans le bas de la cage. Du coup, la télémétrie, elle est directement sur le capteur. De ce fait, on a en plus la mise au point. Et alors, il y a un truc ultra confortable et extrêmement pédagogique. D'ailleurs, à chaque fois que je peux le montrer, je le montre. Mais on a le focus picking. Et le focus picking, en termes de confirmation de mise au point, c'est génial. Et alors, en plus, quand on utilise, par exemple, une optique PC,
donc PC perspective contrôle, une optique à bascule et décentrement. Bah, on voit Là, ce qui on se peut passe, même quoi. Ouais. apprendre. Qui manque d'ailleurs au catalogue Z pour l'instant. Absolument. Alors c'est vrai que ce sont des Et usages paf particuliers, mais en fait, là pour le coup, je connais des utilisateurs enfin des photographes professionnels en studio qui l'utilisent tous les jours. FTZ plus optique PC, ça marche ultra bien de ce fait. Et en fait, c'est même hyper, encore une fois, pédagogique d'utiliser une optique PC sur un Z parce qu'on peut même comprendre comment ces maudits bascules et déchantements qu'on a pu apprendre à l'école fonctionnent. Là, par le côté empirique de voir les plans de mise au point, quand on fait du Scheimpflug ou de l'anti-Scheimpflug, on voit exactement ce que ça produit, c'est-à-dire vraiment des plans de netteté ou même des axes de netteté qui sont pas perpendiculaires au plan du capteur. Et ça, c'est vraiment, vraiment chouette pour le coup. Donc, pour ce qui est de la compatibilité avec les optiques F, l'ensemble mécaniquement de toutes les optiques F monte sur une FTZ. FTZ, pour la mémoire, c'est F to Z. De F vers Z, c'est tout facile. c'est Vous ça, nous avez j'avais pas pas beaucoup compris. creusé les mélanges, hein. Ouais, c'est vrai. Mais au moins, c'est mnémotechnique et ça Ouais, ouais. fonctionne. Et puis, en termes de stabilisation aussi, on n'a pas de souci sur les optiques VR. Elles font la partie de devant, entre guillemets. Les optiques, la stabilisation se fait sur les axes du VR, on va dire, historique de l'optique. Et le reste des axes se fait sur le capteur. Donc, il n'y a pas de cumul et de perturbation entre les deux stabilisations. Est-ce que les deux stabilisations d'ailleurs peuvent fonctionner ensemble ou est-ce que c'est dissocié? Elles fonctionnent vraiment ensemble et en fait ces axes-là en fait qu'on a en termes de yaw et de pitch, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans l'axe parallèle au capteur, sont faites par le capteur et les pures, on va dire, stabilisations optiques sont faites par l'optique elle-même. Donc ils travaillent ensemble. Alors c'est vrai que bon, Nikon a un très long passif et que la société, qui a été créée en 1917 sous le nom de Nippon Kogaku, était à la base une société d'opticiens. On vous propose d'écouter le témoignage de Zurab Kignadze, le chef produit Europe de Nikkor, nous raconter l'histoire de Nikon et des optiques. Nikon's history is history of optical development. Not only imaging L'histoire de lenses, Nikon, c'est l'histoire but du microscopes, développement optique. binoculars, Pas seulement des optiques rangefinders, photographiques, mais various aussi sports des optics microscopes, products, des eyeglasses, jumelles, des and viseurs, many des more lunettes, optical des verres products. de vue et bien d'autres. Optical know-how is huge part of every division of Nikon's businesses and operations. Our optical Le savoir-faire instruments optique have est une played importante part in partie de many toutes les extreme divisions de adventures Nikon. and have assisted Nos optiques ont joué un rôle dans de nombreuses aventures extrêmes, allant des expéditions dans le fond des océans à l'exploration spatiale où Nikon continue d'être la marque préférée de nombreux astronautes. Talking about lenses, Nikkor brand spans many years and generations of optical lens development. It is generally considered to have started from the development of S. Pour ce qui est des objectifs, la marque Nikon a passé de nombreuses années et générations au développement d'optiques photographiques. Il est généralement considéré que nous avons commencé des optiques S qui étaient utilisées sur des appareils télémétriques. C'est à cette époque que le célèbre photographe David Douglas Duncan a découvert les optiques Nikon et a été impressionné par leur qualité. Nikon est alors devenu sa marque préférée et il a influencé beaucoup de photographes à faire comme lui. By the end of the 50s, Nikon developed SLR camera. And thus, the F-mount À la fin des lenses années were 50, born. Nikon a développé des F-mount appareils lenses réflexes are et the c'est à ce biggest moment-là part que of la the monture history. F est née. Hundreds of lenses La monture were F est la plus importante dans l'histoire de Nikon. Des centaines d'objectifs ont été réalisés avec de nombreuses innovations et de nouvelles technologies qui ont forgé la réputation de Nikon comme leader du matériel photographique. Few years ago, mirrorless technology was born, and Nikon took 100 years of its know-how. Il y a and quelques put it années, all la into the technologie amazing hybride est née et Z-mount Nikon lenses, s'est servi de making 100 yet années de another huge savoir-faire leap pour in créer image l'incroyable monture Z We're qui a fait confident franchir un nouveau that in cap the years to en come, termes de we will qualité build d'image. up on this know-how Nous sommes confiants and que dans give les années our à venir, nous users allons an renforcer ce opportunity savoir-faire to produce et que nous even allons more offrir à nos amazing utilisateurs la possibilité de produire des images encore plus incroyables. Bon alors Ludovic, la monture Z, c'est finalement l'aboutissement de plus de 100 ans de savoir-faire et c'est le point de départ du développement de toutes ces nouvelles optiques Nikkor.
qu'est-ce qu'elle a de plus que la monture F, la monture Z? À Alors, part dé- ces 11 connecteurs. 11 connecteurs, je le rappelle. 11. 11. En fait, c'est déjà qu'est-ce qu'elle a de moins. C'est tout simplement le miroir qui s'interpose. Quand on décide même dans l'histoire de l'image et de la prise de vue, c'est bien la visée qui fait l'histoire des appareils photo, hein, de la chambre à aujourd'hui. Il y a eu plein d'intermédiaires. Le réflexe à ce miroir qui s'interpose, je dis bien qui s'interpose parce que c'est un vrai problème de dessin des optiques. Là, quand on décide qu'on a des capteurs qui sont suffisamment performants pour qu'on s'affranchisse de la mise au point autofocus dissociée, hein, c'est bien pour ça qu'on a fait des optiques sans le miroir avec un autofocus qui est intégré directement sur le capteur, eh bien, on peut se permettre d'avoir un tirage optique qui est déjà beaucoup plus court. Le tirage optique, c'est la distance entre la lentille arrière des objectifs et le plan du capteur. Eh ben, ça permet déjà de résoudre une problématique d'angle, surtout sur les bords du capteur, de projection de l'image. Donc ça, c'est comme si on pouvait libérer le dessin technique des ingénieurs optiques. On rapproche l'optique du capteur. Et puis il y a le diamètre, évidemment. Le diamètre aussi a un gros impact sur la lentille de sortie, sur la pupille de sortie des objectifs. Tout simplement parce que plus on peut le faire large et plus les rayons seront aussi extrêmement perpendiculaires par rapport au capteur, aussi bien en FX qu'en DX. Mais d'ailleurs, ça surprend même quand on voit le Z30 par exemple, qui a donc la même monture que les Z6, Z7 et tout. On est surpris par la taille du diamètre, hein, qui est de 55 mm. C'est assez impressionnant. C'est ce qu'il y a de plus grand, hein, de mémoire. Sur l'ensemble des montures qui existent, en tout cas jusqu'au 24-36, ouais. évidemment, oui, c'est la plus grande, c'est le plus grand diamètre qui est justement qui est fait pour être pérenne, hein. On a fait une première monture en 1959, la deuxième, enfin une suivante en tout cas en 2018, bien, au-delà des précédentes qui étaient en télémétrique, mais on l'a pas faite pour qu'elle dure quelques années. On l'a pas faite pour uniquement des capteurs DX, il y a du FX qui est en place, et du coup, ces deux caractéristiques-là sont les fondateurs de la monture Z. Donc l'incidence directe, c'est qu'on voit arriver des ouvertures assez inédites dans la gamme. On voit un 50 mm 1.2, on a parlé du Noct aussi. Ça, c'est permis directement par Exactement. cette nouvelle monture. Oui, parce que si on fait rétroactivement dans le chemin de la lumière, la pupille de sortie qui est donc directement impactée par la taille de la baïonnette va donner aussi une possibilité sur la pupille d'entrée. La pupille d'entrée qui est directement indexée sur la dimension de la lentille frontale, mais aussi sur la taille du diaphragme. Et tout ce qu'on va faire en optique, hein, vous le savez très bien, plus on va élargir, on va dire, une lentille, plus elle va apporter de défauts, mais qui sont structurels. Dès qu'on met de l'angle par rapport à l'incidence du soleil, ça fait un arc-en-ciel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura des aberrations chromatiques qui vont pouvoir se faire. Mais en revanche, quand on peut vraiment élargir les choses en termes d'entrée et de sortie, donc de grand diamètre de la baïonnette, on peut se permettre des nouvelles optiques. Et comme je disais tout à l'heure, elle est construite, cette baïonnette, pour être théoriquement, en tout cas sur le papier, jusqu'à f0.64. Et ça, c'est juste le calcul qu'on peut faire, hein, par rapport à la distance entre la baïonnette et le capteur et le diamètre de la baïonnette. Bon, Ludovic, on a une dernière question comme ça, un peu technique, hein, avant de passer à l'usage. Avec Benjamin, ça fait plus de 2 ans, hein, maintenant qu'on fait cette émission, et on fait le Flash Actu notamment, et on est toujours extrêmement surpris par le prix des objectifs. Alors, sur des optiques d'exception comme 800 mm Fresnel ou le Noct 0,95, moi je veux bien comprendre, mais sur des focales, que ce soit des focales fixes ou des zooms beaucoup plus standards, on a un peu plus de mal. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est si cher? Alors déjà, effectivement, c'est un peu la même démarche qu'on a à chaque fois, c'est l'usage qui va déterminer ce qu'on fabrique. Donc les optiques, clairement, on en parlait un petit peu tout à l'heure, les optiques 1.8 sont plus chères que les optiques 1.8 f. Mais quand on les regarde juste visuellement, c'est pas du tout la même offre.
on pourrait faire des optiques à 1.8 beaucoup plus cher. Quand on regarde des optiques ciné à 1.8, elles sont à un prix qui est parfois x6, x8, parce que ce que je voudrais, c'est qu'on puisse sortir simplement de la spécification de la focale et de l'ouverture C'est elle-même. très difficile dans la tête des utilisateurs. ça. Évidemment, bah, c'est pour ça que je suis là aussi. C'est tout simplement que par rapport à ce choix de dessin optique, de monture, de dimension de monture, on s'est dit qu'on va aller faire une offre effectivement entre le diamètre, la pupille d'entrée et la taille de la monture, qui allait être relativement superlative, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dessiner la meilleure optique possible dans un coût que je trouve relativement maîtrisé, si on ne considère pas que c'est juste une optique à f1.8 comparée avec la gamme d'avant. Parce que clairement, moi, les premiers résultats que j'ai vus sur un 35-1.8 par exemple, j'avais je trouve un résultat optique de moyen format. Avec cette gradation de flou et compagnie. Du coup, c'est un choix. On peut faire un 35-1.8 beaucoup plus petit, beaucoup moins cher. On n'y mettra pas deux moteurs, on n'y mettra pas des optiques, des lentilles avec autant de caractéristiques de faible dispersion, d'ultra faible dispersion. On peut faire en fait même une optique à 1.8 à moins de 100 €, mais ce sera le résultat s'en ressortira. Ou alors, l'équivalent de ces optiques f1.8 Nikkor F, ce serait peut-être les 28 et 40 mm actuels, qui ouvrent à deux, qui sont presque Oui. des pancakes, ou le 26 mm qu'on voit sur la roadmap, qui est un peu Absolument. énigmatique d'ailleurs, une focale intéressante. Ouais, hyper intéressante, et surtout quand elle sortira. C'est-à-dire que ces caractéristiques, on ne peut pas les dévoiler aujourd'hui, mais elles sont hyper intéressantes en termes surtout de dimension. Mais voilà, on peut vraiment, enfin, juste le combo optique focal, on peut tout faire, on peut vraiment faire. Donc on a fait un choix qui est vrai, est relativement, qui peut être perturbant. Alors là, je me suis focalisé là-dessus. Après, sur les optiques à 2.8, on est relativement similaire aux gammes F, à quelque chose près, après avec les histoires des matériaux et compagnie, mais c'est vraiment une question de dessin, avec le nombre des moteurs, avec la compacité. Par exemple, sur le 100-400, on a un dessin juste des rampes hélicoïdales qui font que l'optique ne change pas de point de centre d'inertie, en fait, quelle que soit la focale. Donc ça, c'est un gros travail optique. L'autofocus, je pense qu'il est quand même assez réputé pour être juste ultra silencieux, encore plus silencieux que l'AFS, et très 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 précis. Ça nécessite presque de les ouvrir à chaque fois, les optiques. Et c'est ça qui fait la différence, malheureusement, c'est que sur une fiche technique, on n'y voit pas la différence. À l'intérieur, il y a juste tout qui a changé. Il y a quelque chose qui est quand même assez unique chez Nikon, c'est tout le travail finalement de conception, de développement et de fabrication de ces objectifs. Moi, j'ai eu la chance dans une ancienne vie, vous m'avez donné l'opportunité de voir un peu les making-of de tout ça. Chez Nikon, vous fabriquez les lentilles dans une usine qui est spécifique, et vous les assemblez vous-même dans une autre. Et moi, il y a un truc qui m'a frappé quand j'ai visité ces usines, parce que bon, voilà, moi je m'attendais, oh là là, ça va être Tesla, Mega Factory, des robots partout et tout. Non, c'est très artisanal en fait tout ça. Absolument. Absolument. C'est presque une frustration de ne pas pouvoir montrer ça, comme chez certains autres fabricants, on montre plus le côté artisan. Chez Nikon, effectivement, il y a deux marques de fabricants de verre au monde, dont l'un est Nikon, qui font sa silice, qui fait ses mélanges. Et d'ailleurs, L'autre étant Oya, c'est ça oui, de mémoire. absolument. Et en plus, on fait énormément d'autres gammes optiques. Là, on n'en a pas parlé, mais on fait des optiques de microscope, on fait des optiques qui font de la lithographie, qui impriment en gros des télés ou des microprocesseurs, ou qui équipent des satellites pour faire des images infiniment plus définies. Vous faites l'optique qui permet à un autre constructeur qu'on ne citera pas de réaliser ces capteurs. Absolument. Absolument. On fait les machines qui font les capteurs. Et c'est un énorme département chez Nikon. C'est le département de tout ce qui est lithographie, on va dire, donc qui imprime, parce qu'en fait, on n'a pas de matériel suffisamment fin pour aller graver des choses. Il faut les graver de façon optique. Et là, on est dans des dizaines de milliers de paires de lignes par millimètre pour ceux à qui ça peut parler en termes de résolution. Donc, on sait faire très, 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 très fin. Et puis après, il faut qu'on se
restreignent presque pour faire des optiques photo. J'exagère un peu, mais c'est quand même le cas en termes de fabrication de verre. Et oui, et moi aussi j'ai eu la chance, comme toi Arthur, de visiter les usines de Tochigi, par exemple, qui sont des usines de fabrication des optiques Ouais. Nikon. Usinage et assemblage à Tochigi. Absolument. Il y a des gens, effectivement, qui vont faire beaucoup, beaucoup de contrôles visuels, qui vont polir alors, comme, quand même avec des machines, mais qui vont polir les optiques et compagnie, et les assemblages. Alors ça, c'est carrément une chorégraphie des mains. Non, Je mais sais pas si tu as pu le voir. c'est très drôle. Je sais pas si c'est confidentiel, mais dans les lignes d'assemblage de certains objectifs, il y a des compteurs pour savoir combien Oui. d'optiques sont sorties dans la journée. Alors, à l'époque où j'y étais, c'était les optiques F en 2.8. Les chiffres étaient assez impressionnants, hein, Les, quand les même, par chiffres jour, étaient hein. impressionnants et par exemple, on a une personne qui assemble les gros télés comme les 400 et on en a à peu près 30 qui assemblent les 24-70. Mm. Donc pour en venir à la question du prix, ça valide un petit peu aussi, ou ça explique en partie peut-être Ça explique. aussi Ça valide. ce- Non, cette, non, ce- bah, cette, ça euh, valide. On n'est cette jamais hausse de d'accord. prix, quoi. On n'est jamais d'accord de payer cher, c'est vrai, mais quand on Disons voit... que vous reniez pas sur la qualité, quoi. Là où... Mais en fait, même c'est un peu l'inverse. C'est on a pu avoir des discussions en interne où on souhaitait des qualités plus abordables. Ouais, Mais en c'est fait, ça. on a un refus. Il y a une exigence en interne qui fait que ça sera ainsi et pas autrement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en ressort? On en ressort que les optiques Nikon, elles sont mises dans des situations parfois vraiment de situations qui ne sont pas naturelles, aussi bien dans l'espace, dans des avions de chasse, sous l'eau, comme on peut le voir déjà, ne serait-ce que par la conférence qui en atteste un peu. C'est un peu l'objet aussi de voir que on peut photographier de l'espace sous la mer, mais c'est qu'en fait, on peut vraiment compter sur les optiques Nikon en termes de durabilité des graisses, des rampes. Ça dure longtemps, véritablement, et ça, comme pour tous les matériels, on va dire manufacturés, ça a un coût. Bon, maintenant qu'on y voit un peu plus clair, hein, dans cette gamme Nikkor Z, qu'on sait d'où elle vient et où elle va, on va rentrer un peu dans l'usage, hein, parce que bon, au final, hein, ces objectifs, hein, c'est quand même fait pour faire des images, des photos ou des vidéos. Nous avons contacté quelques ambassadeurs de Nikon pour leur demander simplement de nous dire quelle était leur optique préférée et pourquoi. On vous propose donc d'écouter dans l'ordre la vidéaste Aurélie Gonin, le photographe Thibaut Chape, la photographe Émilie Zangarelli et le vidéaste François Lamoureux. Je suis Aurélie Gonin, je suis réalisatrice spécialisée dans les vidéos de sport de montagne. Et pour ce type de tournage où il faut que j'accompagne mes athlètes sur le terrain, donc en montagne, ce qui veut dire souvent des longues approches, que ce soit à pied, à ski de randonnée ou ensuite même quand on est en tournage, je peux être pendue au bout d'une corde ou sur une arête dans des conditions où c'est pas toujours évident de changer d'objectif. Donc j'aime bien avoir un objectif polyvalent, un zoom qui me permet de couvrir toutes les focales. Et pour ça, j'apprécie énormément le 24-120 qui ouvre à 4, donc ce qui me permet de bénéficier aussi d'une profondeur de champ assez courte si j'ai envie. Sachant que moi, je suis dans un environnement où j'ai plutôt trop de lumière que pas assez en général, puisque je suis en extérieur, sur la neige ou la glace. Et c'est un objectif qui a un très bon piqué, qui me permet d'avoir un grand angle avec un 24 qui va jusqu'au 120, qui est déjà pas mal. Et puis si ça me suffit pas, je bascule le capteur de FX en DX, et ce qui me fait l'équivalent d'un 180. Donc c'est très, très polyvalent et ça me permet d'avoir un objectif monté en permanence sur mon Z9 sans avoir besoin d'en changer. Et du coup, c'est celui que j'ai tout le temps avec moi, tout le temps sur mon boîtier et dont je suis très contente. Je m'appelle Thibaut Chap, je suis spécialisé dans la photographie de reportage de mariage. Mon optique préférée, c'est le 70-200 f2.8 pour deux grandes raisons. La première, c'est une question de pratique. Au moment de la prise de vue, j'aime l'idée de pouvoir avoir de la distance, justement avec une focale plus longue. Ça me permet de capturer des moments sans être forcément impactant sur la scène, vraiment attraper plus de moments sur le vif et d'avoir justement des moments plus spontanés qui correspondent bien à ma façon de travailler. Et après, en termes de rendu technique, l'optique a un piqué
que je trouve assez incomparable et qui contraste très bien avec le velouté de l'arrière-plan dans des profondeurs de champ, dans de bouquets que je trouve très élégant. Donc cette espèce de rendu de matière très net avec cet arrière-plan très velouté, je le trouve très très élégant. Il y a un autofocus rapide et silencieux que j'aime particulièrement. Et il y a surtout une capacité à capturer les lumières à contre-jour sans prendre trop de lumière parasite, tout en conservant les flares créatifs. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important pour moi pour un rendu esthétique final à la hauteur de mes espérances. Bonjour, alors moi je suis Émilie Zangarelli, je suis photographe de studio, surtout pour les femmes enceintes, les nouveau-nés. Je fais aussi des photos sous l'eau, donc on va dire que je fais de la photographie sociale. J'ai un objectif que j'utilise depuis toujours, c'est le 85 millimètres et dans la gamme là, en 1.8, c'est une ouverture qui me permet d'avoir vraiment, un beau flou d'arrière-plan, avoir, aussi des images qui ont une clarté que je trouve incroyable et je pourrais pas m'en passer, que ce soit en studio portrait ou même en reportage. C'est le 85 millimètres que j'adore utiliser, pour, bah, voilà, pour, toutes ces qualités de bokeh. Donc en gros, pour moi, les objectifs, à focale fixe, c'est, ce que je préfère utiliser. J'ai pas de zoom parce que, j'ai besoin d'avoir des objectifs qui sont hyper lumineux et tous ceux de la gamme, Nikkor, Z, sont, mes préférés. Je m'appelle François Lamoureux, je suis vidéaste et mes optiques préférées sont les 35 et 85 mm f1.8 de chez Nikon. Moi, je travaille quasiment que avec des focales fixes. Je suis pas très très fan des zooms et la plupart du temps, en fait, je me balade quand je suis en presta avec deux boîtiers, donc deux Z6 II, avec un qui est équipé avec le 35 1.8 et l'autre avec le 85 1.8. Et jusqu'à présent, j'étais plus sur le 35 et plus le temps passe, là, plus je suis sur le 85 parce qu'il est vraiment très très beau. Ce que j'aime beaucoup sur ces deux optiques, en tout cas, c'est le côté hyper compact. Parce que c'est vraiment des petites optiques qui permettent d'être discret plutôt qu'avec un 70-200 qui de suite on se fait repérer. Là, juste avec le boîtier et une de ces deux optiques, on est quand même assez discret. Donc, bah, en fait, moi, j'en ai pas une, j'en ai deux. C'est le 35 et le 85, avec une petite préférence pour le 85, mais j'ai quand même cette obligation d'avoir le 35 pour avoir quand même des plans un peu plus larges, pour pouvoir varier un petit peu mes plans. Bon, on le voit, hein, finalement, selon des usages, on a des zooms qui remontent ou des focales fixes. Toi, Jeff, t'es un homme à zoom ou un homme à focale fixe? Alors moi, j'ai toujours été un photographe focale fixe et, récemment, ça commence un petit peu à bouger, c'est-à-dire que j'ai jamais trop aimé les zooms, surtout pour des histoires de rendu, de qualité. Et j'ai toujours aimé aussi des optiques très maniables, donc voilà, type ouais, petite focale fixe quoi. Et en fait, j'ai découvert le 24-70 de 8 et il commence un petit peu à me faire changer d'avis parce que en tant que photographe pour l'AFP, des fois, je pars le matin, je sais pas ce que je vais couvrir. Donc le 24-70, faut quand même reconnaître que c'est une optique juste hyper pratique et en plus de grande qualité. C'est-à-dire que moi maintenant, en regardant un de mes reportages, à part que je le sais, sinon je pourrais pas forcément, dire avec quelle optique, fixe ou zoom j'ai fait une photo, quoi. On est vraiment sur de la qualité maintenant qui est, bah, voilà, qui est vraiment on a changé un peu de monde, quoi. C'est quoi que t'attends finalement d'une optique? Alors évidemment, hein, la qualité d'image, t'attends que ça soit lumineux, t'attends que ça soit réactif, t'attends que ça soit fiable, t'attends quoi? Bah, là aussi, ça a un peu changé avec les années, au début, j'aimais bien shooter beaucoup à pleine ouverture donc dans les gammes F, j'étais plutôt sur les 1.4 et j'étais tout le temps à 1.4 et puis dernièrement, ces dernières années, je préfère, on va dire, composer mon image, j'allais dire du 1er au dernier plan, donc je vais plus, shooter sur des ouvertures un petit peu plus serrées et du coup, bah, 2.8, moi, ça me convient parfaitement, par exemple. Aujourd'hui, alors en dessous de 2.8, ça peut aider dans des conditions un peu particulières, mais sur du reportage, classique, 2.8, ça me va très bien et ce qui fait que du coup, pour répondre à la question, je vais avoir un petit peu du mal à choisir entre le 24-70 2.8 parce que l'optique est incroyable, et par exemple, une petite optique, de poche, j'allais dire un 28 2.8 très léger, très maniable
Mais j'adore jouer avec parce que là, on est sur quelque chose de beaucoup plus ludique, j'allais dire. Donc même un pro comme toi peut se servir d'optiques qui sont a priori plus populaires ou plus abordables pour le grand public, le 28, le 40, qui sont hors série S en l'occurrence. Ouais, alors déjà, moi, j'utilise beaucoup, beaucoup le 28 depuis toujours, ce qui fait que même avec le 24-70, je suis souvent à 28. Mais le 28-2.8, ouais, est vraiment sympa parce qu'il est, voilà, sa principale qualité, c'est d'être très maniable pour une qualité, un rendu excellent, quoi. Ouais, puis discret. Si tu couvres des manifs, des choses comme ça, j'imagine que ça doit être pas Oui, mal. oui, aussi, ouais, c'est vrai. Ouais. Finalement, quand tu choisis ton objectif, quand tu choisis ton optique, pardon, tu l'as choisie en fonction de ce qu'elle peut faire ou en fonction de ce que tu veux faire? L'idée, c'est de savoir ce qu'elle peut faire déjà. C'est-à-dire, comme je disais, une journée où je ne sais pas vraiment ce que je vais couvrir, je vais partir avec. Alors, moi, j'aime bien avoir des sacs légers, hein. Je pars pas avec Mhm. 6 optiques, ça m'intéresse pas parce qu'au bout d'un moment, je me focalise sur la technique, je jongle avec les optiques et puis je regarde plus ce que je fais, quoi. Tu jongles, ça veut dire que tu changes souvent d'optique ou alors tu as plutôt deux boîtiers avec une optique à deux marches? Parce que sur le Z9, tu as un rideau qui protège le capteur, ça c'est quand même Ouais. pas mal. Moi, Donc tu peux changer d'optique fréquemment, mais tu perds du temps. Comment tu gères ça, Voilà, toi? c'est ça. Je sais pas comment dire, il y a quelque chose de, tiens, je viens de faire cette photo 28, mais peut-être qu'en fait, elle est mieux au 35. Alors, je change, je rechange. Puis à la fin, c'est un concours de jongle. Donc, je préfère partir moins chargé et faire avec ce que j'ai. C'est un petit peu ma vision du reportage aussi. J'utilise par exemple peu de lumière artificielle, voire pas du tout. Je fais avec ce qu'il y a sur place, quoi. Alors toi, tu fais beaucoup de photos de sport et puis des photos vraiment assez extraordinaires. C'est une discipline photographique qui fait rêver beaucoup d'amateurs, mais le sujet principal quand on fait de la photo de sport, c'est la mise au point. Comment tu fais, toi, avec ton setup pour mettre le point là où tu veux sur des sujets si rapides et si imprévisibles? Bah là, c'est comment je fais aujourd'hui ou comment j'ai fait avant? Parce Comment que tu fais aujourd'hui? Maintenant, non, ça a mais changé? je dis ça un petit peu en rigolant, mais Ouais, oui, ça est-ce a que tu beaucoup joues un rôle changé. avec le Z9 ou est-ce que c'est le Z9 qui fait tout? Non, Z9 fait pas tout, mais par contre, on est beaucoup plus sharp tout de suite. Il y a quasiment plus de latence. Le Z9 aujourd'hui, je découvre encore des manières d'utiliser les systèmes autofocus et en fait, ce que je dis des fois quand on en parle avec des collègues, c'est que je trouve que on n'a pas avec un Nikon juste une démonstration de force avec des datas dans tous les sens et plein de modes. J'apprends à me servir de chaque mode selon le sport que je vais couvrir même. Et ils servent réellement. C'est-à-dire que par exemple en ski, je vais avoir la barre horizontale Des d'autofocus, collimateurs, voilà, ouais. des collimateurs horizontaux dans le capteur, enfin dans le viseur, pardon. Et puis dès que le skieur qui arrive sur une porte aveugle, moi je sais pas où je dois viser vraiment, quoi. Donc je prends un peu plus large et dès que le skieur coupe le collimateur, j'ai le point. Enfin, je veux dire, c'est juste énorme, quoi. Et le fait que Nikon ait remis le suivi 3D dans le Z9, ça c'est quelque chose qui te convient ou que tu utilisais sur la Je Taplex l'utilise, aussi ou je l'utilise pas ça énormément fonctionne? Ouais. depuis qu'il y a les nouveaux modes en fait de reconnaissance. Donc, Ah ça je- fonctionne bien, ouais. ouais, Reconnaissance des visages et tout, même à pleine ouverture? c'est assez bluffant, Même ouais. sur du Ah ouais. sport à cette vitesse-là, ça Ouais, et marche? même loin. Et même loin? Ouais, OK. c'est assez bluffant. Donc tu peux Euh, faire du sport à 2.8 quoi. Ouais, tu peux faire du Sereinement. sport à 2,8. Après, on va pas se mentir, hein, c'est mieux de faire un sport où il y a un bonhomme au milieu de rien, style ski. Si tu mets le mode reconnaissance des visages sur du foot, le boîtier il fume, hein. Mais non, je dis ça en rigolant, mais je veux dire, c'est vrai qu'il faut. En fait, c'est toujours pareil. Les modes sont super précis, super efficaces du moment qu'on les utilise de la manière adéquate, quoi. Donc même un skieur avec un casque, ça va faire le focus? Ouais, Ah ouais. ouais, et même de dos. Ça va aller chercher sa tête. Il y a une chose quand même que va pouvoir faire un appareil photo, c'est de savoir ce que vraiment on a envie de viser, et surtout quand il y a plein de sujets. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment un des éléments qui font que
il faut faire son choix. Et juste par rapport à l'apprentissage, je trouve ça hyper important de pas se faire son avis immédiatement. Jeff est l'un de ceux qui a découvert avec moi, d'ailleurs on l'a découvert le Z9 ensemble parce qu'il a participé à la campagne mondiale de lancement de ce boîtier. On a découvert le boîtier ensemble, donc ça fait un peu plus d'1 an et il faut du temps en fait pour s'approprier les différents réglages qui sont extrêmement aboutis, extrêmement variés aussi. D'ailleurs, parce que, pardon, mais c'est un point important, il y a beaucoup de touches qu'on peut personnaliser sur le Z9, mais c'est aussi le cas maintenant sur les optiques Z. On commence à avoir des touches un petit peu sur certaines optiques. Est-ce qu'il n'y a Absolument. pas le risque de se perdre un peu dans tout ça? Il faut du temps pour En fait, digérer tout ça. c'est aussi issu de nos discussions avec l'AFP, mais pas que. C'est qu'en fait, on se rend compte que quand on tient surtout un long téléobjectif, il y avait certains photographes qui mettaient un strap avec un bouton type pédale pour déclencher des Pocket Wizard ou autre chose. Donc en fait, on s'est adapté aussi à l'usage. Les boutons fonction sur une optique ont vraiment une vertu. Enfin, je sais pas si tu peux me Alors oui, confirmer. j'ai découvert ça, c'est pareil, j'ai découvert ça récemment, enfin récemment, ces derniers temps. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu dis, Ludovic, ce boîtier, ces nouveaux systèmes, ils sont même évolutifs dans la manière de travailler vraiment. Enfin, par exemple, sur mon boîtier, il y a peu de boutons qui aujourd'hui ont la fonction qui leur était dédiée à la base, quoi. Parce que j'ai une manière de faire et que ça me tombe sous les doigts naturellement comme ça. Peut-être que ce sera différent pour quelqu'un. C'est vraiment un confort, en fait. Ludo, toi, tu es au contact direct de tous les professionnels qui travaillent avec du matériel Nikon. Alors, on a évoqué l'espace, on a évoqué le sport avec Jeff. Est-ce que tu as des utilisations un peu hors normes dans des domaines qu'on ne peut pas vraiment soupçonner d'optique Nikon à nous raconter? J'en ai beaucoup. Est-ce que je peux en raconter beaucoup aussi? Mais le jingle Bureau des légendes, là. C'est ça. En fait, on équipe évidemment, on équipe depuis de façon complètement historique toutes les forces, aussi bien police, gendarmerie que les experts et aussi les armées qui sont plus ou moins, enfin même pas, quasiment pas visibles. Les usages, ils sont très particuliers. On fait des optiques qui sont aussi bien pour les utilisateurs amateurs, et j'aime beaucoup ce terme d'amateur, on aime ce qu'on fait, et jusqu'aux professionnels, et ce sont les mêmes optiques. D'accord? Déjà, ce sont les mêmes optiques. On ne fait pas des optiques spécifiques pour ces usages-là. En revanche, leurs utilisations, bon, déjà tout à l'heure, on a parlé de l'ISS par rapport au concours lié à la conférence sur le salon de la photo. Dans l'espace, il y a des optiques Nikon depuis très très longtemps. Là, leurs usages sont assez classiques entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va Ils sont juste juste dans l'espace, quoi. ils sont juste dans l'espace C'est et déjà pas mal, l'autofocus hein. et compagnie fonctionnera bien. Il y a quelques températures un peu extrêmes. Et c'est vrai que, juste pour faire un petit point, quand on me demande parfois, je vais aller dans le sud de la France, est-ce que mon optique va tenir? Ouais, ok, ouais. Je peux assez facilement dire, bah écoutez, il y a ça et ça et ça. On a des conditions d'utilisation vraiment très très extrêmes par même des services de forces spéciales qui partent dans des conditions où ils sont immergés, eux, et leurs boîtiers doivent tenir. Quand ils reviennent de mission, ils enlèvent les bouchons et ils les font sécher comme ça à l'horizontale parce que sinon, il pourrait y avoir des champignons qui se développent tellement ils sont partis dans des conditions absolument, absolument dingues dans les déserts et compagnie. Après, en termes d'usage spécifique, peut-être juste dans le sport, c'est vrai qu'on travaille énormément avec l'AFP sur les déclenchements à distance. Et ça, forcément, ça a beaucoup d'impact sur comment utiliser les optiques, comment les commander, comment les piloter à distance. Voilà, vous allez jouer à domicile pour les JO dans 2 ans. Vous devez être en pleine phase de réflexion à ce niveau-là. C'est plutôt de la phase de presque de fabrication. Hein, Ah, carrément. Ouais, 2 là, ans. on est dans Ah oui, l'opérationnel maintenant. Là. absolument. Ouais. Donc là, il y a énormément de travail qui est fait pour que ça fonctionne parfaitement, même sans qu'un utilisateur, un photographe, touche le boîtier. Au-delà de ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué de raconter des histoires sur des optiques. J'aurais peut-être une ou deux anecdotes. C'est par exemple sur les très longues focales qui sont utilisées, par exemple, quand il y a eu le nouveau pape qui a été adoubé. Il y a le 1200-1700 justement qui a été ressorti, le petit réflexe qui était ultra ultra long, hein, qui fait pas loin d'1 mètre quand même, cette optique-là, utilisée par Dylan Martinez, un photographe de Reuters, qui a pu être un des seuls à faire vraiment un portrait serré. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez
sans doute, aujourd'hui, la foule prend beaucoup de place devant les grands événements. Ensuite, il y a les télés qui prennent énormément les meilleures places. Et puis après, derrière, il y a les photographes en général. Ils sont derrière des rangées de caméras, des ondes HF et une foule qui provoque des perturbations atmosphériques absolument dingues parce qu'ils sont juste chauds, ils produisent de la chaleur, donc ça fait des vagues un peu type mirage dans les déserts, et ça complexifie le travail des photographes. Et donc du coup, voilà, on utilise des optiques et on fabrique des optiques même de plus en plus longues. C'est pour ça qu'on refait un 800, qu'on a un 805 Sims, mais aussi un 806-3. Tu parlais de construction tout à l'heure ou de milieux hostiles. On n'en a pas parlé, mais est-ce que tu peux nous dire un mot sur la protection générale des optiques, la différence peut-être entre la série S et les autres, et peut-être de rebondir sur le terme de tropicalisation qui est souvent utilisé, surutilisé et mal Moi, je dis utilisé. waterproof. Ah, voilà. Alors, merci beaucoup de m'offrir une Non, mais il y a du Sur la water résistant, du tropicalisation. waterproof, il y a du tout ce qu'on veut, mais Alors, je suis désolé, pourtant je suis connu pour être assez calme. Mais alors, Vas-y, lâche-le. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. la tropicalisation, en fait, c'est un terme qui a été utilisé on va dire, par commodité. Chez Nikon, il y a un seul boîtier dans l'histoire qui a été tropicalisé. Un seul boîtier dans l'histoire qui s'appelle le F3 Press. On a trempé tous les circuits imprimés dans de la cire pour le rendre étanche à l'humidité, donc en fait pour qu'il n'y ait pas d'oxydation dans ces conditions complètement dingues. Donc il n'y a qu'un boîtier tropicalisé, c'est-à-dire qu'il était vraiment fait pour aller dans des conditions d'ultra grande humidité. Les Nikonos sont assez effectivement, mais par exemple sur les Nikonos on n'a même pas d'IP, et moi j'adorerais qu'on ait des indices de protection. Pourquoi il n'y a pas d'indice IP Parce sur que, les optiques Nikon? Chez d'autres marques d'ailleurs, hein. On en trouve sur certaines marques d'ailleurs des indices IP, mais c'est très rare. C'est très compliqué de répondre à cette norme parce que tout simplement il y a des points de faiblesse qui sont déjà la connexion entre l'optique et le boîtier. Déjà ça. En termes d'étanchéité, parce que c'est d'étanchéité variable, on n'a pas d'indice de mesure et j'adorerais qu'on en ait. Mais pourquoi dans les optiques S c'est un peu différent dans d'autres optiques et même par rapport au boîtier? Là pour le coup c'est la qualité du matériau, c'est la qualité d'étanchéité du matériau qui va faire que c'est aussi fluide que ça doit l'être pour la partie focale variable, mais que ça va faire passer le moins possible de tout ce qui est éléments perturbateurs, aussi bien la poussière que l'humidité. Alors, du coup c'est ça qui va faire la différence, et quand on regarde les dessins techniques pour le coup qu'on présente mais qui paraissent peut-être anodins à chacun, il y en a absolument partout des joints, et des joints qui doivent quand même laisser du mouvement. Donc ça c'est vraiment très complexe. En général les matériels qui ont des IP ne sont pas souvent mobiles, ou alors il y a vraiment une couche d'étanchéité sous une partie mobile comme une prise électrique ou autre chose. Bon, je vais devoir mettre un terme quand même à cette longue discussion. Le chrono avance dans cette émission spéciale Nikkor. C'est évidemment passionnant tout ce que vous nous racontez, Ludovic et Jeff, mais il faut qu'on passe à la suite et on attaque le débrief. Nous sommes toujours avec le photographe Jeff Patchou et Ludovic Dréan de Nikon France pour parler de la gamme optique Nikkor Z. Jeff, Ludovic, si on devait essayer de résumer et de synthétiser en quelques minutes tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission, qu'est-ce que ce serait ? Première question peut-être pour toi, Ludovic. En quoi la nouvelle monture Z est l'aboutissement de 100 années d'expérience et d'expertise dans le domaine de l'optique pour Nikon ? Alors je dirais que l'aboutissement, c'est de pouvoir s'affranchir d'un certain nombre de contraintes optiques. Comme je le disais tout à l'heure, l'optique est une association de compromis. Le fait de ne plus avoir de miroir devant le capteur permet justement d'avoir la possibilité d'agrandir et la baïonnette et de réduire le tirage mécanique, ce qui fait que on peut dessiner des optiques qui vont avoir des performances superlative un peu plus facilement. C'est pas très simple de faire des optiques Z. Ceci dit, c'est plus abordable, on va dire, de faire des optiques d'immense qualité. Voilà, par rapport à l'histoire, je dirais que c'est plutôt ça, parce que faire des optiques qui ouvrent plus grand que 1.4 en monture F, on ne se l'est pas permis parce que les résultats ne nous convenaient pas en termes de qualité.
Justement, qu'est-ce que vont permettre ces optiques en monture Z par rapport aux optiques en monture F, concrètement? C'est vraiment ces ouvertures, on va dire plus grandes et comme l'ont dit même les différents témoignages, travailler immédiatement avec ces plus grandes ouvertures, c'est-à-dire travailler à la plus grande ouverture de l'optique, à f4, à f2.8, à f1.8. Ou On n'a 0,95, hein, on a plus une cette note. courbe, ces courbes que Jean-Marie pouvait nous montrer, qui montaient en termes de pouvoir séparateur et compagnie. Là, c'est tout de suite très, très, très bon. Et donc ça, c'est quand même en termes d'usage, moi, c'est ce qui m'importe. C'est pas uniquement de la technique, c'est de l'usage. C'est dès 1.8, dès 2.8, enfin, dès la plus grande ouverture, on travaille avec et on n'a pas cette espèce de tampon de qualité à aller chercher avec les fameux 2 diaph ou d'aller vers 8, qui serait le paroxysme de la qualité optique. Et en théorie, on pourrait aller jusqu'où? L'ouverture maximale Et ben donc autorisée par par cette calcul, monture? mais on s'est calmé avec f0,95, on pourrait aller jusqu'à f0,64. Un petit point juste sur la partie ouverture, ça n'est pas, ça ne fabrique pas de la lumière que d'aller en dessous de f1. C'est simplement le rapport entre la pupille d'entrée et la distance focale. On pourrait faire une optique qui ouvre à 0,1 dans le calcul. C'est juste qu'effectivement, on aura une immense lentille d'entrée et une focale plutôt courte. On peut dessiner des optiques sans problème qui soient à f0,95 selon bien sûr les contraintes que ça apporte, mais on peut en fabriquer. Il n'y a pas d'histoire d'amplification de lumière. Ludovic, est-ce que tu peux nous présenter brièvement la gamme actuelle Nikkor Z et nous faire un peu saliver sur ce qui va arriver très prochainement? Alors aujourd'hui, la gamme Z est quand même très très riche. Il y a des focales fixes à 1.8 qui vont de 20 mm à 85. On a les 3 dragons, les fameux 3 zooms 14-24, 24-70 et 70-200 2.8, comme on les appelle chez nous. On a des optiques avec différentes gammes, les ouvertures 4, 14-30, 24-70 qui sont plus abordables et plus légères aussi. Une nouvelle gamme de 2.8 non stabilisés, plus abordable aussi, mais il faudra vraiment les essayer. D'ailleurs, Jeff m'a demandé d'essayer le 28-75, qui sont avec le 17-28, le 28-75 et bientôt le 70-180. Il y a des optiques DX aussi qu'on a voulu faire spécifiquement. Il y en a encore pas mal à venir. Il y a des optiques telles un 200-600 qui est à l'horizon, un 135. Un très très beau 85 aussi, un 600 mm. Je dirais que dans le catalogue, là, si on trouve pas son bonheur, c'est qu'on veut juste chercher ce qui est entre ce qu'on propose. Parce que globalement, entre les petites optiques, les zooms et les belles focales fixes, on a une belle offre de catalogue. Et il y a un 50 mm 1.2 quand même qui est aussi On a une grosse effectivement nouveauté hein, pour la gamme Z par rapport à la F. Et est-ce que ça, du coup, ça peut peut-être aiguiser certains appétits pour d'autres focales à cette belle ouverture? Oui, oui, c'est possible. On peut le faire, comme on sait faire le 0,95, on peut faire le 1.2. Pour ceux qui l'ont essayé, moi je l'ai essayé aussi. C'est assez fabuleux en termes de qualité de profondeur de champ, de gradation du flou aussi. Oui, le 51.2, c'est assez étonnant, ouais. Ouais. Quand je l'ai essayé, j'y croyais pas forcément. Je me disais 1-2, bon, ok. Et puis en fait, c'est bon tout de suite et impressionnant. Ouais. Jeff, c'est quoi l'importance que tu accordes à l'optique dans le matériel que tu utilises pour ton travail? Bah, l'optique, c'est un peu tout en fait. C'est le choix de la focale, c'est ce qui va donner, la manière de travailler en fait. C'est ce qui dicte la manière de travailler. Donc, c'est quand même, pour moi, ce qui est le plus important. C'est-à-dire que à choisir, je préférais une très bonne optique et un boîtier moyen plutôt que l'inverse. Est-ce que le passage au système Z et aux nouvelles optiques Nikkor Z a changé quelque chose pour toi? Ça a changé, en termes de qualité. On est monté d'un cran encore et je dois dire que je suis assez content, en termes aussi, d'autofocus et d'optique réactive et non, je suis vraiment content de ce changement, ouais. C'est quoi tes optiques de prédilection pour le sport et le reportage? Alors en reportage, ça va être, le 28. J'aime beaucoup cette focale. J'ai tendance à beaucoup shooter avec une seule optique très souvent, donc ouais, en reportage, ça va être le 28
Et en sport, on va passer sur quelque chose de beaucoup plus réactif parce que le sport, ça va vite souvent. Donc, ça va être le 24-70 2.8 qui est très efficace et un bon télé polyvalent, ça va être le 100-400 par exemple, qui permet de faire plein de choses. Et quand tu disais 28, tu fais référence à la focale 28 mm, mais donc à l'optique 28 mm, la focale fixe. Et il y a un 28-75 au catalogue, comme disait Ludovic, donc ça te fait de l'œil, ça? Bah, ça me fait de l'œil au point où j'ai demandé si je pouvais en tester un parce que au-delà de 28, pour moi, c'est un peu trop large sur ma manière de photographier et du coup, tout ce que je peux gagner, que ce soit en poids ou voilà, en enlevant on va dire les millimètres superflus pour moi, bah, j'essaye quoi, ouais. Mmh. Ludovic, la monture Z, elle est très ouverte et on peut quand même utiliser des anciennes, si je puis dire, et ne te vexe pas, objectifs en monture F. Absolument. Et je crois que ça fait partie de l'histoire de Nikon d'ailleurs, hein, même quand on est passé du réflexe argentique au numérique, on a toujours souhaité avoir une compatibilité des optiques de gamme précédente. Donc avec la monture Z et l'association avec la bague FTZ, on a clairement la possibilité de monter toute optique F sur un Z avec certaines contraintes simplement de mise au point et de transmission de l'information d'ouverture. Mais à part ça, comme on a un rendu en WYSIWYG, on voit ce qu'on shoot, ça reste très très confortable. Et on peut s'aider du focus picking avec les optiques manuelles, on l'a dit pendant l'émission, mais c'est vrai que Non, mais c'est ça hyper ravive les important. optiques AIS. Hein. Absolument. C'est intéressant. C'est très ludique aussi et très agréable à utiliser. Bon, et dernière question qui s'adresse à tous les deux. Quelle serait votre optique de rêve, pas encore réalisée par Nikon, sans aucune contrainte? Jeff, c'est toi qui commence. C'est une idée, je pense pas que ça existe dans aucune marque. Ce serait peut-être un zoom, un 28-50 qui ouvrirait à 2 par exemple. Intéressant. Ludovic? C'est une question extrêmement complexe parce on s'est toujours fait la blague du maxi zoom qui ouvre à 1.8 et ça fait 20 ans qu'on se fait la blague chez nous en interne et qui pèserait bien sûr 500 grammes, genre un 10-800, voilà. Mais non, ce serait pas mon optique de prédilection. Déjà, j'en avais de rêves, c'était le 202 et le 14-24 2.8. Mais parce qu'ils étaient juste exceptionnels en termes de rendu, là je dirais moi j'adorerais, et peut-être mon vœu sera exaucé, un 135, un 8. J'adore cette focale. Mais il n'y a pas un 135 sur la roadmap, dis donc. C'est possible. Ah ouais. Sinon, il y avait un formidable 105 1.4 aussi dans la gamme F, Ah oui. qui était vraiment somptueux. Vous n'avez pas envie Il de est, le faire en monture Z, il celui-là? est toujours somptueux et il rend très très bien aussi sur. Si, mais c'est ça aussi, c'est vraiment la liste de nos envies qu'il faut. À un moment, il faut tracer une ligne et se dire ça on le fait et ça on le fera plus tard ou est-ce qu'on pourra le faire vraiment. Il y a quand même un caractère rationnel à se dire, il faut quand même qu'on en vende un certain nombre pour pouvoir continuer à en développer. Merci beaucoup, Ludovic, Jeff, pour toutes ces explications. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Ludovic, Jeff, le principe du quiz est très simple. Nous avons donné l'opportunité à nos auditeurs de vous poser des questions via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne ? Oui, c'est bon. Première question qu'il t'est destinée, Jeff, qui nous vient d'une personne qui s'appelle Anaïs. Cette personne se demande quel est ton plus beau souvenir photographique. Mon plus beau souvenir photographique, c'est compliqué. J'ai beaucoup de chance à l'AFP de faire plein de choses différentes. Donc, je pense que je vais choisir une soirée dans un chalet d'alpage avec un berger. Pour un reportage au long cours que j'ai mené pendant tout un été. Ouais, parle-nous un peu plus, il te reste quelques secondes de ça. C'est une belle lumière. Le moment où la lumière est cool, le berger se détend un petit peu. Voilà.
Et tu peux faire du long cours à l'AFP, c'est intéressant ça. Tu peux te Ouais, permettre de rester ouais. tout un été Alors, sur non, un je suis pas sujet. resté tout un été, j'y suis allé plusieurs fois durant l'été. Je dis au long cours parce que c'est vrai que pour une agence télégraphique, ça tombe pas sous le sens à la base, et chez nous, si, en fait. Chez nous, on peut faire des choses comme ça. Donc, ouais. Deuxième question pour toi, Ludovic, qui nous vient d'une personne qui s'appelle Rémi. Rémi se demande: moi, je ne compte pas passer à l'hybride de sitôt. Est-ce que Nikon va continuer de produire ses optiques, ses boîtiers réflexes et développer de nouveaux produits? Non. Ah merde. Non, on a, voilà, c'est plus ou moins clairement énoncé, mais il ne nous est pas, je pense, raisonnable de continuer à développer en parallèle deux gammes de produits aussi riches, avec autant de sens, on va dire. Donc, effectivement, j'encourage quand même à essayer, parce que voilà, j'ai eu plein de personnes qui m'ont dit, moi, l'hybride, c'est la visée dans un écran. Quand on commence à regarder, c'est pas vraiment le cas. Par contre, il y a toujours des réflexes qui se vendent, qui sont au catalogue. Enfin, les optiques Absolument. aussi, Absolument, comme le absolument. D850. Je parle vraiment de nouveaux dessins, de nouveaux Ouais. développements. Mais ils sont produits encore, les modèles actuels en Oui, réflexe? oui, ils sont Ok, encore fabriqués. Il y a encore des chaînes de fabrication, comme tu as pu en voir. parfait. Troisième question, toujours pour toi, Ludovic, qui nous vient d'un dénommé Étienne. Alors là, c'est pas vraiment une question. J'attends toujours mon Z9. On a eu une demande absolument extraordinaire. Elle est à peu près similaire à celle qu'on a eue sur le D3 en fin 2007, début 2008. Ce qui était, comme on dit, nos plans de vente ont été faits en quelques semaines. Un peu comme les inscriptions à la conférence. Là, en termes d'échelle, c'est à peu près similaire. C'est-à-dire que avec les problèmes de procuration, enfin de fourniture de capteurs et de matériaux, c'est extrêmement compliqué d'augmenter nos capacités de fabrication. Ça s'améliore pas là ces Si, derniers temps? si, ça y est. Ouais. Là, ceux qui encore attendent sont parmi les derniers qui attendent. Ça s'est vraiment considérablement amélioré, même s'il il nous reste encore beaucoup de Z9 à livrer. Quatrième question pour toi, Jeff, d'une certaine Françoise. Est-ce que tu peux nous expliquer la technique du filet en sport, car j'essaye, mais je n'y arrive pas? Alors, techniquement, tout simplement, c'est de photographier un mouvement en vitesse lente, on va dire trop lente pour qu'il soit figé. Donc, pour y arriver le plus facilement possible, c'est de commencer le mouvement en même temps que le sujet que vous suivez avant de déclencher, et de déclencher dans ce mouvement. Donc, vous allez suivre un sujet et déclencher plusieurs fois, et normalement, il y en a une de nette, ou juste le sujet est net. Le paysage autour sera flou. Comment tu gères la stab dans ces conditions-là? Est-ce que tu désactives la stab de tu cuts le l'optique truc? ou est-ce Alors que moi, tu... je désactive tout D'accord. parce que j'ai l'impression, mais alors je suis pas très calé sur cette technique-là, mais j'ai l'impression que le stabilisateur, lui, essaye justement de rattraper ce mouvement et donc casse la fluidité du mouvement qu'on peut donner avec notre corps, en fait. Ça dépend parce que je crois que sur certaines optiques, il y a des modes de stabilisation qui sont un petit peu optimisés pour les suivis panoramiques, justement, en théorie. Le mode sport n'est pas véritablement adapté à ça. C'est plutôt au-delà du 500e de seconde qui se met en route. On est censé détecter effectivement un mouvement de panneau horizontal pour ne pas aller trop le compenser. Mais dans certains cas, par rapport à la vitesse du sujet, c'est vrai qu'il peut y avoir une sorte de contre-panneau qui peut se faire par la stabilisation. Donc je suis assez d'accord avec Jeff pour plutôt désactiver et essayer de se mettre complètement en phase avec le mouvement de ce qu'on photographie. Et enfin, pour terminer, une question qui vous est adressée à tous les deux, une question de mes soins, une question qui tue. Si vous deviez choisir une seule ouverture à utiliser jusqu'à la fin des temps, ce serait laquelle et pourquoi? Pour moi, ce serait 2.8 parce que ça me permet de pas trop choisir justement. On voit encore ce qui se passe dans le second plan et on est assez lumineux, donc on peut shooter dans un peu toutes les conditions. Ludovic? Hors des caractéristiques qui évoluent, je dirais vraiment, là, je me permets de prendre la même chose, c'est-à-dire qu'on aura
une association entre une sensibilité qui va être, on va dire, encore bien et pas trop une faible profondeur de champ, quoi. C'est bien, mais pas pour tout, quoi. Voilà. Voilà qui conclut le quiz. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Jeff, Ludovic, c'était évidemment un plaisir de vous recevoir dans notre studio à ces micros pour parler de toutes ces merveilleuses optiques que sont les Nikkor Z. Jeff, quelles sont tes actualités en ce moment? Sur quoi tu vas partir photographier? Alors, pour le moment, on est vraiment sur du quotidien. Donc, je retourne au bureau de Lyon après cette émission et je vais couvrir l'actualité du quotidien et le sport dans ma région. Ludovic, il y a beaucoup de rendez-vous à venir là très prochainement pour Nikon. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Alors là, dans les prochains jours, comme vous le savez tous, il y a le salon de la photo, évidemment, un immense rendez-vous auquel on est heureux de reparticiper après les années moins fleuries, on va dire, avec cette incroyable conférence qui dépasse pour moi aussi le cadre du salon de la photo entre ces trois monuments de la photographie. Là, en parallèle, et moi, ce qui fait que je n'assisterai malheureusement pas au salon de la photo, il y a le prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre, qui est un prix qu'on affectionne tout particulièrement depuis plus de 12 ans parce qu'il représente aussi le cœur de ce qu'a fait Nikon dans toute son histoire, comme l'a dit un petit peu Zourab tout à l'heure, c'est qu'on a un lien avec la photographie de reportage de guerre depuis très très longtemps, depuis plus de 60 ans. Donc le prix Bayeux récompense et accompagne ce difficile métier parmi tant d'autres, qui est le reporter des conflits en général. Et puis un petit peu plus tard, il y a aussi le fameux rendez-vous du festival de photos de nature et photo animalière de Montier-Anders, mi-novembre prochain, où là se rassemblent des passionnés absolus de la nature avant même de la photo, et qui sont attendus pour voir de très nombreuses expositions et du beau matériel à essayer. Des beaux événements à venir. Merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. Ouais, c'était un plaisir. Voilà pour cette émission spéciale dédiée aux optiques Nikkor Z. On vous donne rendez-vous dès jeudi prochain pour la première émission au coin du feu de cette 5e saison du podcast. Nous aurons l'honneur et le plaisir de recevoir Éric Bouvet qui nous parlera de son métier, de son œil et de sa vision du monde. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à jeudi. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.